Grand angle consacré ce soir à la Corée du Nord avec la menace de Kim Jong-un. Le chef du régime de Pyongyang prévient qu'il n'aura aucune hésitation à anéantir la Corée du Sud. Il affirme toutefois qu'il ne déclenchera pas unilatéralement un conflit armé. Avec nous pour en parler, Pierre Rigoulot, bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes historien spécialiste du communisme, auteur notamment du livre Corée du Nord, État voyou. Avec nous également Min Joo-sung. Merci également d'être avec nous en direct sur TV5 Monde. Vous êtes réalisatrice, auteur du documentaire Corée du Nord, un plan pour survivre. Vous êtes né en Corée du Sud où vous avez vécu jusqu'à l'âge de 20 ans. Min Joo-sung, anéantir la Corée du Sud, est-ce que selon vous, il y a un cap qui est franchi dans le vocabulaire de Kim Jong-un? Alors dans le vocabulaire de Kim Jong-un, pas vraiment. Alors c'est bien la première fois qu'il a défini lui-même que la Corée du Nord était l'ennemi principal du pays, mais la Corée du Nord l'a déjà dit, selon les circonstances géopolitiques, plusieurs fois que la Corée du Sud était leur ennemi. Et anéantir la Corée du Sud, évidemment, il y a toujours une expression un peu violente, mais depuis les années 90, il n'y avait pas vraiment de changement dans le vocabulaire de la Corée du Nord par rapport à la Corée du Sud. Est-ce que vous pouvez nous dire ce soir comment, quand on habite à Séoul ou dans d'autres régions de la Corée du Sud, on reçoit ce vocabulaire? Pas forcément le gouvernement en général, on donne leurs déclarations, mais les Sud-Coréens, comment ils reçoivent ces menaces? Alors, on fait souvent une comparaison avec le séisme au Japon, c'est-à-dire que on me demande souvent comment tu fais pour vivre en Corée du Sud où il y a toujours des menaces permanentes de la part du Corée du Nord, etc. On reçoit des fois des alertes sur le téléphone portable, comme quoi la Corée du Nord menacerait le pays. Pourtant, le pays fonctionne, la société fonctionne normalement, parce que la population est tellement habituée à cette situation. La Corée du Sud, telle qu'elle aujourd'hui, est construite à partir de ce conflit, donc c'est intégré dans notre société. Donc voilà, ça ne perturbe pas vraiment la société pour le moment. Restez avec nous, Min Joo-sung. On va voir tout à l'heure un extrait de votre documentaire. Pierre Rigoulot, je me tourne vers vous. Pourquoi cette menace maintenant ? Il y a en ce moment une conjoncture un peu particulière. La Corée du Nord étant engagée sur d'autres fronts, notamment en Ukraine, où elle a envoyé un certain nombre d'obus pour ravitailler l'armée russe. Bref, elle est très engagée et elle montre les dents, si je puis dire. Mais comme l'a très bien dit votre correspondante tout à l'heure, ce sont des formules que j'ai déjà entendues, y compris de la part du père de l'actuel dirigeant. La formule préférée de Kim Jong-il, c'était « nous allons noyer Séoul dans un océan de flammes ». Alors évidemment, la question que vous posiez tout à l'heure sur la placidité relative, mais la placidité bien réelle quand même des habitants de Séoul est tout à fait compréhensible. Ouais. Ces commentaires marquent-ils pour autant, tout de même, depuis l'arrivée de Kim Jong-un au pouvoir, un signe précurseur d'une politique beaucoup plus dure, plus agressive? Vendredi dernier, 200 tirs de missiles en 2 heures. Oui, mais justement, il y a une douzaine d'années, c'était en 2010, donc 14 ans plus exactement, presque jour pour jour, il y a eu des envois d'obus sur cette île de Yongpyong, faisant d'ailleurs quelques morts, alors qu'aujourd'hui, ils ont fait, semble-t-il, bien attention à ne pas dépasser la ligne qui sépare le nord du sud. Bref, je veux dire que les Nord-Coréens n'ont pas beaucoup d'imagination au sens où ils répètent un peu des situations qu'on connaît. Mais est-ce que c'est un signe aujourd'hui de force ou de faiblesse? Qu'est-ce que ça dénote? Faut pas non plus prendre ça non plus à la légère. Je suis bien d'accord avec vous. La Corée du Nord est devenue une puissance nucléaire. Et c'est d'ailleurs ce que rappelait il y a quelques heures le dirigeant nord-coréen. Et il l'a inscrit dans la Constitution l'an dernier. D'une certaine façon, il disait... nous avons une force de dissuasion telle que je ne vous conseille pas
d'essayer de nous attaquer, car à ce moment-là, nous anéantirions la Corée du Sud. C'est au cas où nous serions attaqués, alors là, vous vous en mordriez les doigts. Voilà le sens de la formule. Ça ne va pas très loin, mais la Corée du Nord est devenue une puissance nucléaire. Elle a une force de dissuasion nucléaire. C'est quand même très important. Elle envoie des missiles intercontinentaux qui peuvent atteindre les États-Unis. Elle est possesseur de probablement quelques dizaines de bombes nucléaires. Tout ça fait qu'on ne peut pas prendre ces formules à la légère. Alors on retourne voir Min Joo-sung. Alors je précise juste qu'elle n'est pas notre correspondante, mais qu'elle est invitée ce soir au même titre que vous. Excusez-moi. Voilà, je le précise juste. Min Joo-sung, je vais me faire l'avocat du diable, si je puis dire, mais c'est vrai qu'on ne compare pas une démocratie qu'est la Corée du Sud et la Corée du Nord, qui est qualifiée de dictature et de pays le plus fermé du monde. Mais si on se met à la place du régime nord-coréen, entre guillemets, il y a aussi ces exercices militaires conjoints américano-sud-coréens. Ça peut être aussi perçu comme une menace de la part d'un pays qui est techniquement en guerre avec son frère et son voisin. C'est toujours perçu comme une menace la plus importante pour la Corée du Nord. C'est d'ailleurs la plus grande peur du régime, c'est d'être attaqué par les États-Unis. D'ailleurs, cette peur sert aussi à maintenir la population sous la dictature. C'est-à-dire que quand j'interviewe des réfugiés nord-coréens qui étaient les soldats, ils nous apprennent que eux, ils sont entrés à l'armée et on leur a inculqué dans leur tête que les États-Unis sont en train d'inventer une arme chimique ou nucléaire ou autre qui servira à attaquer, à anéantir la Corée du Nord. Donc, il faudra qu'ils fassent attention et préparer des armes qui pourraient les défendre. C'est leur mot d'ordre, la peur d'être attaqué. Min Joo-sung, comment le régime nord-coréen, c'est une des questions à laquelle vous avez essayé de répondre, comment ce régime se maintient-il face à sa population et face au monde depuis 1948 en dehors de la question de l'arme nucléaire? Vous dites que pour bien comprendre, il faut vraiment avoir en tête qu'on a affaire à une dynastie, hein. On a affaire à une dynastie et une dynastie fermée, c'est-à-dire que en Corée du Nord, il n'y a pas d'Internet. On ne peut pas appeler les Nord-Coréens comme ça. C'est un pays complètement fermé. La population qui vit en Corée du Nord est, on peut dire, est quasi totalitairement coupée du monde extérieur. Donc, c'est possible parce que c'est un petit pays. Donc, on peut contrôler l'information, on peut toujours contrôler la population. Et dans la lignée de cette dynastie, il y a la fille de Kim Jong-un. Aura-t-on un jour une femme à la tête de la Corée du Nord? On regarde un extrait de votre documentaire qui a pour titre Corée du Nord, un plan pour survivre. C'est une petite fille d'une dizaine d'années. Depuis la fin de l'année 2022, elle apparaît sur les images de la propagande nord-coréenne, à côté de son père, Kim Jong-un. Elle salue les militaires lors des défilés. Elle a déjà un timbre à son effigie. Elle est présente lors des lancements de missiles. Le message est clair. Pour la dynastie Kim, la Corée du Nord doit rester une affaire de famille. Min Joo-sung, une femme à la tête de la Corée du Nord, un jour c'est possible? Alors, en fait, si on m'avait posé cette question en 2022, quand la fille est apparue pour la première fois, tous les experts auraient dit non, c'est jamais possible. La Corée du Nord est un pays dictature et patriarcal. C'est inimaginable que la fille pourrait prendre le pouvoir un jour et qu'il montrerait sa fille justement pour cacher en fait son fils qui existerait certainement. Mais en fait, on a eu tort parce que la fille s'affirme de plus en plus. Et c'est maintenant, en fait, c'est en fait l'histoire de la Corée du Nord, c'est toujours comme ça. Quand Kim Jong-un est apparu en 2010 pour la première fois, tous les experts ont dit c'est impossible, il est trop jeune, il ne pourra jamais reprendre les pouvoirs. C'est inimaginable la succession, mais c'est fait. Donc voilà, on peut jamais dire que c'est impossible et on peut jamais dire que voilà, ce serait toujours le cas, mais on ne peut être jamais sûr avec la Corée du Nord, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des expressions dans les journaux. On peut dire que
Kim Jong-un est de plus en plus certainement considéré sa fille comme sa successeur. C'est normal, il a été nommé comme successeur de son père à l'âge de 8 ans. On parle de la fille, on parle d'une enfant, disons-le quand même clairement. Oui, c'est ça. Il faut quand même rappeler qu'elle a 13 ans en et revanche, que bien des choses peuvent se passer. en revanche, sa années... sœur n'a pas 13 ans. Quel rôle joue sa sœur? On n'en a pas encore parlé. Ben, c'est celle qu'on présente quand il y a des choses désagréables à dire. Elle est souvent très agressive et se moque encore tout récemment de l'armée sud-coréenne qui aurait été prise au piège de leurres acoustiques et qui lui ont fait croire que la Corée du Nord avait projeté des obus qu'elle n'avait pas projetés. Mais rappelez-vous, elle a été aussi celle qui était présente aux Jeux Olympiques d'hiver et par conséquent, elle n'est pas non plus à Pyeongchang, exactement, et donc elle n'est pas non plus, comment dire, coincée dans ce rôle de la méchante. Il y a une élection qui va arriver en novembre prochain aux États-Unis. Est-ce que Kim Jong-un rêve, dans un coin de sa tête, d'un retour au pouvoir de Donald Trump? Écoutez, il ne faut pas oublier qu'il y a eu échec de leur négociation. Donc, au fond, bien sûr, ça a été quelque chose de très différent en ce qui concerne le style de rapport que ce qu'on voyait avec les autres dirigeants américains. Il y avait une sorte de relation, je vais mettre plein de guillemets, évidemment amoureuse entre Donald Trump et Kim Jong-un. Oui, ça a commencé avec des insultes et c'était presque l'idylle, un peu, une la bromance, idylle comme on dit étonnante, parfois. mais d'un autre côté, on peut se dire qu'il n'y avait qu'avec Trump que ce style-là pouvait être adopté et qu'il pouvait y avoir une sorte de bris de glace. Il y a eu quelque chose quand même qui s'est passé, mais Kim Jong-un n'a pas obtenu ce que les Américains souhaitaient, c'est-à-dire la renonciation à l'arme nucléaire. Min Joo-sung, je vous ai vu sourire quand je parlais de Donald Trump. Comment ça a été perçu, cette tentative de rapprochement, ce début de rapprochement entre les États-Unis et alliés de Séoul et la Corée du Sud, à la fois d'ailleurs par les réfugiés nord-coréens que vous rencontrez et aussi par la population sud-coréenne? Ça a été c'était quand même une grande surprise pour la population sud-coréenne il y avait certainement à cette époque-là un grand espoir qu'il peut y avoir un changement, qu'il peut y avoir éventuellement une réunification ou la normalisation de la situation. C'est un espoir qui a duré à court terme, c'est-à-dire qu'avec ce qui s'est passé à Hanoï, en fait, tout a été anéanti. Et même si Trump revient à la prochaine élection, ça ne pourrait pas garantir forcément qu'il va y avoir un deuxième rapprochement entre la Corée du Nord et les États-Unis, parce que les républicains aux États-Unis sont en général contre, en tout cas, ce rapprochement avec la Corée du Nord. Ça va être politiquement très compliqué. Donc, pour le moment, on ne peut pas avoir espoir là-dessus. Et puis, depuis ce temps-là, la Corée du Nord a beaucoup progressé sur le plan de la puissance nucléaire. Donc, elle aurait plus à lâcher, si je puis dire, s'il y avait un accord. En dehors même de la nature de ce régime, de ce pouvoir nord-coréen, qui sont ses soutiens sur la scène internationale? On pense notamment à la Chine. Oui, alors la Corée du Nord bénéficie de l'appui de deux grandes puissances, de deux grandes puissances, la Chine et la Russie. Comme l'a fait le père et le grand-père jadis, il y a un jeu de bascule assez intelligent de la part des dirigeants nord-coréens. On s'appuie sur l'un ou on s'appuie sur l'autre. Et actuellement, ce qui est intéressant, c'est que Kim Jong-un s'appuie très clairement sur la Russie. Il y a eu ces échanges probablement de technologies de missiles balistiques et d'armement. Mais et donc, il y a une
situation assez différente puisque, comme vous l'avez également remarqué, la Chine tout récemment a demandé aux deux parties, c'est-à-dire au nord et au sud, de faire preuve de retenue, ce que jamais Poutine n'a fait ces jours derniers. Est-ce qu'il y a un risque de guerre? Est-ce que la Corée du Sud pourrait être un jour, Kim Jong-un dit, c'est pas nous qui commencerions cette guerre. Est-ce que la Corée du Sud, elle, peut lancer des hostilités? Rappelons que ces deux pays sont techniquement en guerre. Écoutez, je crois personnellement que la Corée du Nord est devenue une puissance nucléaire, elle a une force de dissuasion et évidemment ça fait réfléchir tout attaquant possible, y compris maintenant les États-Unis. Je me tourne vers vous à nouveau, Min Joo-sung, sur cette question de l'arme nucléaire et d'un risque de guerre. Est-ce que vous pensez que la Corée du Sud peut, elle, commettre, entre guillemets, un faux pas qui déclencherait justement des hostilités, peut-être pas généralisées, mais en tous les cas un affrontement armé comme on n'en a peut-être pas vu depuis la fin, entre guillemets, des hostilités? Alors, je rejoins à ce qu'il a dit Pierre Angoulot, c'est-à-dire que c'est de plus en plus dangereux dans le sens où aujourd'hui, il n'y a pas de ligne directe entre les deux côtés. C'est-à-dire que la Corée du Nord et la Corée du Sud ne peuvent pas se communiquer, il n'y a pas de téléphone en ligne directe. On ne peut pas vérifier si jamais il y a une provocation qui est mal calculée, qui tombe mal, et que l'autre réagit de plus en plus. Et donc il y a de plus en plus de risques de cette escalade de la situation qui pourrait éventuellement évoquer quelque chose qui ressemblerait à un état de guerre. Après, ce qu'il faudrait considérer, c'est que l'utilisation des armes nucléaires sur la Corée du Sud, ça veut dire aussi la fin de la Corée du Nord, Oui. parce que les États-Unis, voilà, juste attendre et regarder. Donc, c'est quand même un état que les deux côtés voudraient éviter. C'est le scénario qu'on veut éviter. Le contexte international, vous avez parlé de la guerre en Ukraine, a changé. Il y a la guerre aussi au Proche-Orient. L'invasion russe de l'Ukraine a provoqué une sidération. La guerre qui revient, disait-on, en Europe, ou en tout cas à ses portes, aux portes de l'Union européenne. Qu'est-ce que ça a changé dans la tête de ce régime nord-coréen? On peut dire que d'une certaine façon, la Corée du Nord sort de sa cachette, sort de sa surface propre. Elle devient un acteur majeur. Devenir un acteur majeur de la politique internationale. De ce point de vue-là, on peut dire que de ce point de vue-là, diplomatique et politique, on peut dire que la Corée du Nord a trouvé un avantage dans cette guerre. Elle a trouvé d'autres avantages puisque, comme je vous l'ai dit, la voilà alliée de la Russie et présente au fond aux portes de l'Europe, comme vous le disiez. Il faut savoir que la Corée du Nord est un des rares pays qui a reconnu les deux oblasts de Lugansk et de Donetsk. Dans l'Est de l'Ukraine. Et y a envoyé des ambassadeurs. Merci beaucoup Pierre Rigolo pour votre éclairage très intéressant également. Éclairage très intéressant de votre part. Min Joo-sung, merci d'avoir été avec nous en direct sur TV5 Monde.